Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre numéro de décryptage de ce lundi. Nous allons écumer quelques facettes de l'actualité avec en prime l'installation officielle des nouveaux membres des conseillers de la RAC 7e législature avec à leur tête Édouard Loko qui prend désormais les rênes de cette institution. On en dira un mot dans ce décryptage. Tournée gouvernementale acte 2, est-on tenté de dire après l'étape des 77 communes du Bénin. Il y a une autre étape qui s'est révélée au plus bas échelon, si on peut le dire ainsi, avec les chefs de village et d'arrondissement dans les communes. On en dira un mot ainsi qu'on étendra nos analyses hors de nos frontières avec cette annonce surprise ce dimanche. Le retrait de la course à la présidentielle américaine de Joe Biden, actuel homme fort des États-Unis d'Amérique, actuel président de la République. Pour l'exercice de ce lundi sur Prime News Télévision, je suis avec un confrère Stéphane Arinou-Rossou. Stéphane, bonjour. Bonjour Stanislas. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, chers confrères, on ne va pas démarrer ces instants d'analyse sans avoir quand même un pincement au cœur. Nous l'avons appris très tôt ce matin, un confrère, un collègue qui s'en est allé, François-Xavier Noumon, anciennement, précédemment journaliste en service à E-Télé, la chaîne de télévision privée qui nous a quittés brutalement. On l'a appris autour de 1h ce lundi 22 juillet 2024. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Avec tristesse et désolation de savoir que un des meilleurs de notre génération s'en est allé aussi dans ces conditions tragiques. Il serait parti dans un accident de circulation. C'est une triste nouvelle. C'est toute la presse qui est en deuil et nous souhaitons simplement que la lumière puisse l'accueillir et que vraiment nos condoléances à la famille éplorée et à tous les professionnels des médias. Il fut un confrère très attaché aux valeurs et au professionnalisme. Vraiment, c'est une grosse perte pour toute la presse béninoise. Évidemment, pour moi qui ai partagé quand même plus de 5 ans avec lui dans cette chaîne de télévision, je sais quand même, et je puis vous dire que c'est pas des hommages qu'on verse d'habitude sur les gens quand ils ne sont plus, mais je l'ai dit dans l'une de mes publications, François Xavier, il était non sans défaut, mais il avait quand même des qualités assez extraordinaires. Il savait faire confiance à l'autre. Il était très taquin aussi dans les couloirs de la télévision. On se taquinait beaucoup. On a partagé assez de plateaux ensemble, des émissions et tout. Et je revois à l'annonce de ce décès-là, je revois quand même tous nos débats qu'on avait sur les émissions le matin. Voilà, les chaudes empoignades sur certaines thématiques. On ne s'entendait pas sur le plateau, mais à la fin, on riait toujours. C'était aussi ça. Je suis profondément attristé et on va souhaiter toutes nos condoléances à sa famille biologique qui en a besoin par ces moments, à toute cette presse-là qui vraiment se retrouve décimée, à tous nos confrères de E-Télé, je pense aussi à M. Agapit Napoléon Maforican qui est le directeur de cette télévision-là, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années. On lui présente nos condoléances parce que ce n'est pas du tout facile. Stéphane, toujours sur ce sujet, je le disais tantôt, on a remarqué que la presse béninoise, qu'est-ce que nous avons fait à cette mort-là finalement, en cette année 2024? Oui, bien évidemment, on a constaté malheureusement, et à nos dépens, et sans force d'ailleurs, impuissant d'ailleurs, que cette année 2024, la presse nous a arraché assez de confrères, assez de consoeurs, et je trouve que cette allure n'est pas une bonne allure. Il faudrait maintenant que ça s'arrête. J'ai entendu, en fait j'ai lu un confrère en matinée qui disait qu'il faut organiser une messe, une eucharistie pour que la presse soit exorcisée, etc. Mais je trouve que c'est quand même pertinent. Nous devons nous armer de plus de prières pour que ces morts prématurées-là ne s'abattent pas
ne s'abattent plus sur nous. Exactement. François-Xavier était aussi connu pour l'animation de ces débats politiques aussi sur les plateaux de télévision du service public, ORTB ou SRTB, c'est selon ce que vous voulez. Donc voilà. L'une de ces dernières émissions, il était avec le porte-parole du gouvernement qu'ils avaient reçu en invité. On lui souhaite, le porte-parole qui lui a d'ailleurs rendu un hommage à travers sa page Facebook. Exactement. Ce matin. Je trouve que c'est quand même une grosse pète. Oui, tout à fait. C'est une grosse pète. Tout à fait. Franchement, on n'a pas les mots. Le choc est si grand, tant la nouvelle est assez violente. On va essayer de tenir le coup pour poursuivre cette émission. Voilà, parler maintenant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est au grand complet avec la passation de service aujourd'hui entre l'ancien et le nouveau président de cette institution. Édouard Loko, finalement aux commandes de l'institution en tant que président. Vos analyses? Oui, on l'a déjà dit ici en plateau. Oui. Édouard Loko, c'est quand même le bon profil. C'est d'ailleurs pour ça que dès l'annonce de sa nomination, cela a suscité quand même une grosse euphorie au sein de toute la corporation, au sein de toute la presse béninoise. Et bien évidemment, aujourd'hui, il a pris officiellement fonction. Et on va dire que il a désormais en main la destinée de toute une corporation. Et puis, lors de son installation, il a quand même prononcé un discours qui m'a paru assez fort. Peut-être qu'on pourra revenir sur les détails de ce discours, qui quand même annonce les couleurs. Oui. Qui montre déjà un peu un président qui n'hésiterait pas à aller à la fermeté, mais qui est quand même déterminé à assainir la corporation, qui est déterminé à donner une nouvelle image, à restaurer l'image de la presse béninoise, à redonner aux journalistes sa fierté. Et c'est tout ce que nous voulons. Non seulement la fierté, mais quand même également sa dignité. La fierté, la dignité d'être journaliste. Je pense que c'est des choses qui ont déserté le forum et il va falloir travailler à réhabiliter cela. On a vu quand même un président qui a également annoncé les couleurs en tendant la main non seulement au collège de conseillers qui va l'accompagner, mais également aux fêtières qui doivent également le soutenir dans cette grosse bataille qui va contribuer à restaurer l'image de la presse béninoise. Exactement. Revenons maintenant à la quintessence de son discours prononcé à l'occasion. On aura le temps de suivre une séquence tout à l'heure. Mais revenons déjà, il a dit, puisqu'on sait, on a parlé de lui comme l'intrus qui connaît la maison. Il a dit non, qu'il est plutôt l'initié qui revient au couvent. Oui, il est l'initié qui revient au couvent. Je trouve qu'il a trouvé une bonne métaphore pour illustrer la chose. Ouais. Maintenant, la grosse question, la grosse interrogation pour moi, l'initié qui revient au couvent et qui voit les fétiches qui sont dans un état pas bien, est-ce qu'il trouvera le rituel nécessaire pour faire revivre ces fétiches-là? C'est bien évidemment la grosse question. Et je trouve que dans son discours, il pose déjà le diagnostic qui montre qu'il a quand même les atouts nécessaires pour faire revivre cette corporation-là. Et puis, moi, ce qui m'a sidéré dans son discours, c'est quand il parle de ces milliards qui nous ont été arrachés et peut-être l'aide de l'État à la presse privée. Et il dit que peut-être que les gouvernants ne les ont pas rétrocédés parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Ouais. Maintenant, l'environnement, c'est quoi? C'est l'ensemble des tests qui sont là et qui ne sont pas appliqués. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'état des entreprises de presse? Il y a quand même une législation en vigueur. Maintenant, est-ce qu'il faut relire cette batterie de législation qui existe? Je trouve que ça, c'est une piste sur laquelle ils doivent se lancer pour que quand même les choses soient rétablies. Tout à fait. C'est vrai qu'il est l'initié qui revient au couvent. Il a quand même peint un tableau qui montre qu'il maîtrise quand même de quoi il parle. Il a quand même des objectifs qui
qu'il s'est fixé parce qu'il comprend que la RAC, dans sa 7e législature, dans sa 7e mandature, assez bien constituée. En témoignent voilà, les professionnels qui sont élus, lui-même qui a été un ancien conseiller, ancien vice-président, et les autres anciens conseillers qui sont revenus, notamment l'honorable Aaron Okun et bien d'autres. On sait que cette RAC, quand même, ça fait rêver. Et ça peut promettre, on a des raisons d'espérer. Oui, on a des raisons d'espérer, surtout, a dit que quand moi je décrypte un peu son discours, je me dis que il pose le diagnostic, il montre, il dit clairement que la presse béninoise ne se porte pas bien. Il évoque un certain nombre de faits qui sont quand même évidents. Maintenant, comment il va y parvenir? Il dit que le problème ne se pose plus parce que il y a les conclusions des états généraux qui sont quand même là. Et donc, ce qui est à faire pour redresser aujourd'hui la presse béninoise, ce n'est plus aller chercher ailleurs. Les documents existent, les conclusions sont là, ça dit toutes les mesures sont là. Maintenant, c'est l'application de ces mesures-là. Et quand il dit que il n'aura pas d'état d'âme, je trouve que c'est quand même pertinent parce que quand on mêle les états d'âme à la mise en œuvre de certaines mesures, ça floppe. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il va falloir travailler à assainir l'environnement médiatique pour qu'on puisse savoir qui est qui et qui fait quoi. À partir de quand on peut dire de quelqu'un qu'il est journaliste, qu'il est professionnel des médias, on doit pouvoir savoir cela. Aujourd'hui, les textes sont là, mais on peine à les appliquer parce que il y a toujours une sorte de favoritisme. Mais quand on veut aller aux réformes, il faut aller à la fermeté. Ou c'est ça, ou bien ce n'est pas ça. Et j'ai trouvé un président de la RAC, Edouard Loko, qui se trouve bien évidemment dans cette posture. Et il rappelle l'histoire qui s'était produite alors qu'il était premier vice-président. Il dit, quand il s'était s'agit de balayer la maison, il n'a pas hésité. Donc, ça veut déjà dire que on peut s'attendre à des décisions désagréable, mais qui forcément va arranger la corporation. Maintenant, sur quel atout le président compte pour mener à bien sa politique? Je trouve qu'il a évoqué la qualité de ses conseillers et je trouve que c'est quand même pertinent. La qualité des conseillers, ceux qui forment aujourd'hui la RAC 7e législature et mandature du moins, ce sont quand même des gens qui maîtrisent ce dont il s'agit. Ensuite, il y a les fêtiers. Je trouve aujourd'hui qu'il y a un gros travail qui doit être également fait à ce niveau. Les fêtiers aujourd'hui doivent accompagner la RAC. Maintenant, si au niveau des fêtiers même, il n'y a pas entente, si l'UPMB vole aux éclats et qu'il y a des dissensions au sein de l'UPMB, si au sein du CNPA il y a des dissensions, je trouve que ce ne serait pas un atout pour le président. Il va falloir donc unifier tous ces gens-là, tous ces fêtiers-là, pour que l'accompagnement y soit. Tout à fait. Et quand vous en parlez, est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a le sentiment, puisque c'est vrai, Edouard Loko, il a rappelé dans son discours qu'il a reçu des félicitations de partout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre au fait que toutes les forces au niveau de la corporation soient unies derrière lui pour mener à bien cette mission, puisqu'en dépit de tout, c'est une grosse mission qu'il a là? Oui, je trouve que tous les professionnels des médias en général, et les fêtiers en particulier, ont le devoir ou la lourde responsabilité de travailler en synergie de manière à ce que notre président Edouard Loko n'échoue pas. Parce que si Edouard Loko échoue, c'est toute la presse qui aurait échoué parce que c'est un des nôtres. Donc, si nous avons un des nôtres à la commande ou aux commandes, je trouve que c'est de notre devoir de tout faire pour l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, Edouard Loko connaît les problèmes. Donc, s'il fait des propositions, s'il veut prendre des mesures, on doit pouvoir l'accompagner. Et donc, il reviendra aux fêtiers de faire des propositions pertinente, de faire les plaidoyers qui s'imposent pour que, à la fin, Edouard Loko réussisse la mission qu'on lui a confiée. D'accord. Est-ce qu'au plan des chantiers annoncés, on peut estimer qu'au cours de son mandat, que l'aide de l'État à la presse privée revienne, parce que ça aussi c'est quand même un point important qu'on attend depuis quelques années déjà, que la presse redore son blason, parce que quelque part dans son discours il a dit qu'avant, eux, ils étaient jeunes journalistes, ils étaient fiers de se dire qu'ils sont journalistes. Aujourd'hui, vous vous cachez. Quand bien même on dit les journalistes sont où, on a envie de se cacher parce que ce n'est plus comme c'était avant.
Oui, bien évidemment, c'est pas qu'on a envie, on se cache. On se cache parce que... Vous cachez vous aussi? Oui, on se cache, parfois il faut avoir le courage de dire les choses. On se cache parfois parce que ce n'est pas forcément bien ce que l'on vit. Ce n'est pas forcément bien ce que l'on vit. Donc il y a des moments où on se cache, on n'est pas fier d'exprimer ou de dire qu'on est vraiment journaliste. Ça, il faut. Donc je trouve que la presse, l'aide de l'État à la presse privée sera rétablie. On parle du FADEM aujourd'hui. Ce FADEM sera rétabli si l'environnement est assaini. Et donc aujourd'hui, c'est de travailler de manière à ce que l'environnement soit réellement assaini. Et que les professionnels des médias, eux aussi, acceptent que les réformes soient appliquées. Parce que c'est le fait de ne pas accepter la mise en œuvre des réformes qui nous conduit à ce niveau où on se trouve actuellement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la presse, c'est un foutou, on ne sait plus qui est qui. Et les gens viennent de nulle part pour s'ériger en concurrent. On ne sait d'où, ils n'ont pas d'ascendants ou de descendants, mais ils sont quelque part au milieu, ils se disent journalistes, on ne les connaît pas. C'est extrêmement dangereux. Ce sont des parvenus, des gens parachutés. Et donc je trouve qu'il va falloir assainir tout ça. Et qu'on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on ne devient pas patron de presse. Et puis il y a des gens qui ont des rédactions dans leur poche, ils ont des paix, mais ils sont des paix ou dans leur sac. Je trouve que le journalisme ne se passe plus comme ça. Il y en a qui ont des rédactions dans leur salon aussi. Dans leur salon aussi. Je trouve que ce n'est pas quand même, ça ne fait pas sérieux. Il faut travailler à améliorer les choses, à améliorer la qualité de nos productions, à donner aux journalistes ce qu'ils méritent. Et je trouve que c'est ça. C'est tout ça qui va concourir à restaurer la fierté, la dignité d'être journaliste dans notre pays. D'accord, on va sortir de ce sujet. Est-ce qu'il y a de l'espoir après maintenant ce discours de Edouard Locaux, tout scintillant et tout ce qui va avec? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer pour les 5 prochaines années? J'étais, il y a quelques jours encore, pessimiste, mais à écouter le président, je deviens optimiste et j'espère que dans les tout prochains jours, les choses iront de mieux en mieux pour toute la corporation, pour les entreprises de presse et les professionnels des médias. Espoir, c'est le mot que nous gardons. En tout cas, bon vent à Edouard Locaux et à toute son équipe quand il aura réussi. C'est nous tous qui aurons réussi aussi. Parlons maintenant de cette tournée gouvernementale qui prend une autre tournure aussi. On va descendre vers le bas peuple et tout. Stéphane, comment est-ce que vous appréciez cela suite à la précédente tournée gouvernementale de reddition de comptes? Cela avait été annoncé que quand même il y aurait on va mettre un cap sur cette tournée via les communes, les arrondissements, les quartiers, les villes et les villages. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a démarré timidement ou bien toute la fanfare qui était autour de la précédente édition? Comment vous analysez tout ceci? Je trouve d'abord que cette initiative gouvernementale est une bonne initiative dans la mesure où quand vous conduisez les destinées de tout un pays, il faut pouvoir à un moment donné rendre compte pour dire aux gens ce que vous faites concrètement. Parce que même s'il y a des données, il y a des éléments qui sont physiques, perceptibles de façon immédiate par les populations, il y a quand même des données techniques, il y a d'autres éléments que les populations ne saisissent pas toujours. Est-ce que les populations ont besoin qu'on aille leur expliquer ce qu'on a déjà fait pour eux? Oui, je trouve parce que souvent, vous savez, on a tendance à minimiser un certain nombre de choses. Mais quand on vient, c'est vrai que l'effet milliard, ça change les choses. Quand les gouvernants viennent et commencent par énumérer les milliards qu'ils investissent pour faire un tronçon ou pour faire quelque chose, je trouve que ça motive, ça montre quand même qu'il y a des choses qui sont faites. Et puis, les populations qui sont vraiment à la base là n'ont pas certainement tous les éléments pour apprécier toutes les réformes qui sont engagées au niveau de l'administration, tout ce qui est fait en matière de recrutement. Elles n'ont pas forcément tous ces éléments-là. Donc, c'est quand même bien d'aller. Maintenant, est-ce que la méthode utilisée est la bonne? Je trouve que, pour moi, je n'ai pas d'objection particulière par rapport à la méthode. Pourvu que ce ne soit pas que l'État déploie des milliards dans une réduction de comptes, alors que les objectifs ne sont pas réellement atteints. Que ce n'est pas aller parler français aux gens, non. Ce n'est pas
faire des choix politiques. C'est expliquer pourquoi le maïs est cher. Trouver des thématiques pour dire aux populations ce qui les accroche. Et que des éléments de langage appropriés soient donnés à ceux qui passent les communications. Parce que dans ce qui a été fait, il y a quand même des gaffes. Enfin, il y a des choses qu'on a notées. Et j'espère que pour cette fois-ci, tout cela sera corrigé. Et l'essentiel du message à véhiculer sera véhiculé. Les cibles seront réellement atteintes. Et les résultats escomptés seront ce que le gouvernement lui-même espère. À voir tous les moyens qui sont déployés pour cette tournée de reddition de comptes. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que quelque part les fonds ne sont pas utilisés à bon escient parce qu'il y a une délégation forte qui est constituée? Ce sont des hôtels, c'est la nourriture, c'est la logistique, les véhicules, le carburant, tout ce qui va avec. Est-ce que tout ça, ce n'est pas beaucoup d'argent pour une telle tournée? Oui, ça peut paraître beaucoup. Quand on est... Non, pour vous, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est vrai, quand on est dans une situation économique qui est la nôtre, on peut déplorer la chose. Maintenant, vous savez, la reddition ou l'obligation de reddition de comptes fait partie de la gouvernance. Parce que quand vous déléguez une parcelle de votre pouvoir des gens pour manipuler vos ressources, c'est quand même important que ceux-là viennent vous rendre compte de comment ils ont géré ces ressources-là. Donc, aucune ressource ne serait exorbitante pour venir nous expliquer comment ils ont dépensé ce qu'on leur a confié. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils en mesurent, qu'ils en abusent. Il faut rester dans la sobriété. Parce que ça peut frustrer aussi les populations. Parce que la bonne dame qui n'a pas su trouver un seul repas de la journée et qui vous voit dans votre opulence, vous descendez tout frais, etc., ça peut la frustrer un peu. Donc je trouve qu'il va falloir faire les choses dans la sobriété nécessaire pour que ça n'offense pas également les populations qui estiment qu'elles sont dans la misère. Est-ce qu'on a les chiffres exacts de ce qu'a coûté la précédente tournée de reddition de comptes? Non, je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres. Est-ce qu'on est en droit de demander? Mais on est en droit de demander au gouvernant ce que nous a coûté, cette tournée de reddition de pourquoi on n'a pas eu ça jusque-là? Peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose qu'ils attendent finir tout le processus et voir le point qui a à faire. Et vraiment, s'ils font le point, j'espère que la vérité se sera dite aux populations. Vous pensez que la vérité n'est pas souvent dite? Non, je n'ai pas la préhension, mais je les exhorte. C'est une exhortation à ce que la vérité soit dite. Et j'ai confiance que la vérité sera dite. D'accord, merci beaucoup. Celui-là qui a dit sa vérité désormais, qui s'en est vraiment dégagé, c'est Joe Biden, actuel président des États-Unis. On sait que la course à la présidentielle américaine, c'est pour novembre prochain, alors que plus d'un observateur s'attendait à avoir un remake du match de 2020. Il n'en sera peut-être pas question puisque Donald Trump sera bel et bien là, mais Joe Biden a désisté ce dimanche, il l'a annoncé, en jetant son dévolu, on va le dire pratiquement, sur sa vice-présidente Kamala Harris. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Joe Biden, est-ce que c'était prévisible qu'il se retire de cette course? Non, non seulement c'était prévisible, mais moi je l'ai souhaité. Parce que je ne voudrais pas être dû par rapport à la santé du président des États-Unis. Mais je trouve que ces réactions montraient déjà que vraiment il n'est pas en état de gouverner encore une grande nation comme les États-Unis. Et puis, au sein des démocrates, il y avait déjà des rumeurs. On a vu que l'ancien président Barack Obama n'était plus forcément en odeur de sainteté avec Joe Biden. Peut-être parce qu'il voyait... Il voulait que Joe Biden démissionne. Donc aujourd'hui, il n'a fait que faire la volonté de la majorité de ce que pensent ceux qui sont dans son parti. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. Et puis quand il a fait, cela a été bien apprécié. Et puis c'est vrai que les gens sur la scène internationale l'ont félicité pour sa collaboration un peu partout. Mais je trouve que tout le monde
consentant que Joe Biden ne doit plus revenir à la tête des États-Unis. Ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Maintenant, la question, c'est sa vice-présidente, est-ce que elle aura... qu'elle a toutes les chances pour, je trouve... pour recueillir déjà la nomination au niveau des démocrates. Peut-être si au niveau des leaders, des leaders des démocrates, elle peut avoir leur soutien, ça peut passer. Mais n'oublions pas que Barack Obama aussi voudrait insinueusement que sa femme aussi, sa femme revienne. Et donc, si Barack Obama venait dans la danse, ça peut perturber. Kamala Harris. Ça peut la perturber. Donc, tout va dépendre de la position de Barack Obama selon moi. Mais on va attendre les tout prochains jours. Maintenant, si les primaires passaient et que Kamala Harris. Voilà. Ou Michelle Obama, par exemple. Voilà. Si Kamala Harris avait le quitus, je trouve que, en tout cas, dans les deux cas, ce n'est pas évident qu'elle passe. Pourquoi? Parce que, d'abord, n'oublions pas que, pour moi, quand j'analyse un peu, les Américains sont un peu sexistes. Ils n'ont jamais donné le pouvoir à une femme. Donc, le faire serait pour moi, ça dit qu'on donne encore plus de chance à Donald Trump. Et puis, sauf cataclysme, Donald Trump va passer. Parce que la vice-présidente, je crois, elle est de Californie. Mais là-bas, ce n'est pas des gens qui donnent le pouvoir, qui donnent leur suffrage à n'importe qui. Donc, elle serait même en difficulté dans sa propre région. Vous pensez que les Américains ne sont pas encore prêts à voir une femme portée à la tête de leur État? Je pense. Peut-être qu'ils vont me contredire sur le coup, mais je trouve que les Américains ne sont pas de nature à donner le pouvoir politique à une femme pour les diriger. Et cette fois-ci, ça ne fera pas exception. Donc, tout ce qui se passe au niveau des démocrates ne fait que donner plus d'avantages à Donald Trump, qui assurément passera cette fois-ci. Donald Trump, qui, rappelons-le, avait frôlé la mort suite à une tentative d'assassinat sur sa personne. Tout cela a-t-il augmenté sa cote de popularité? Je trouve, parce que, vous savez, d'une manière ou d'une autre, les politiciens ont cette tendance à récupérer les choses. Donc, je trouve que ça a contribué à renforcer sa popularité. Et lui-même, il va surfer sur ça d'ailleurs. Et puis, il est déjà conscient que sa cote de popularité s'accroît de jour en jour. Et donc, je trouve que c'est toute la chance qui est offerte à Donald Trump de revenir. Merci beaucoup à vous, Stéphane Ahimou-Hossou. C'est avec un grand plaisir qu'on a échangé autour de ces différents sujets. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci beaucoup. Merci, Stanislas. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Une pieuse pensée encore à notre confrère François-Xavier Noumon, que nous avons perdu tôt ce lundi 22 juillet 2024. Condoléances à sa famille biologique et professionnelle. C'est pas facile. Merci de nous avoir suivis. À demain.